Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. On sent l'émotion. Merci d'avoir réussi le pari de nous réunir autour de cette problématique qui nous dépasse, qui fait enjeu presque certainement peut-être de civilisation. C'est aussi beaucoup d'émotion de ma part, cher Emmanuel, parce qu'ici même, il y a 10 ans, se tenait ce qui allait être la dernière université européenne de l'accueil de nouvelles populations, il y a 10 ans. À Clermont-Ferrand, organisé par Feu, la région Auvergne, et la RDTA, et puis le collectif Ville-Campagne. Je m'appelle Jean-Yves Pinault, je suis directeur des Localos. C'est une structure associative d'ambition nationale, voire internationale. On a, si vous voulez, comme ambition, juste de changer le monde. Voilà. Alors c'est pas facile, il faut être humble, mais en tout cas il faut être tenace et pugnace. Alors on s'y attelle. Voilà. On travaille beaucoup ces questions d'éducation populaire parce qu'on pense que si l'on veut changer, si l'on veut réussir cette bifurcation ou cette rupture, il nous faut d'abord changer notre rapport au monde, notre culture. Et c'est donc une transition d'abord psychique, mentale, qu'il nous est peut-être demandée donc de nous accompagner à changer. Voilà, alors de façon très humble, on est dans une actualité, vous verrez sur le site Localos qui on est, ce qu'on fait, et on propose par exemple la nuit de la démocratie et des territoires le 10 décembre prochain, c'était ma page de pub, merci beaucoup. Tout ça pour dire que les Localos ont aussi, créés en 2016, ont aussi souhaité porter, faire vivre un héritage, l'héritage du collectif Ville-Campagne de 2000 à 2020, actif, qui a pu, aux côtés des élus, aux côtés des habitants, aux côtés des acteurs des territoires ruraux, forger ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques d'accueil et d'attractivité, tenter donc de faire vivre parce qu'on sent, parce qu'on sentait et que l'on sait aujourd'hui qu'il y a des enjeux très forts sur ces questions de démographie et d'avenir du monde rural. Voilà, alors quelques chiffres, pas pour planter l'ambiance, mais pour commencer à planter le décor. Simplement pour dire qu'effectivement, cette question de monde rural et monde demain, ça concerne évidemment notre France, mais ça concerne évidemment l'Europe, mais ça concerne évidemment la planète, hein, tout simplement. Et de dire que aujourd'hui, il y a 57% de la population mondiale qui vit en ville. Il y avait un chiffre effarant qui était sorti il y a une dizaine d'années. 200 000 personnes, je crois, toutes les heures, rejoignent les grandes métropoles et les grandes villes dans le monde. Vous voyez, 200 000. Quelques chiffres aussi qui sont assez intéressants, de dire, voilà, c'est 580 000 fermes qui ont disparu depuis 30 ans. Ça fait à la semaine 400 fermes qui disparaissent. De dire et de rappeler peut-être qu'en termes d'autonomie alimentaire, si on prend les unités urbaines, on se retrouve en moyenne à entre 2 et 3% d'autonomie alimentaire. Donc 98% en fait de non-autonomie, donc de produits agricoles pour l'alimentaire qui est importé dans les zones urbaines. Dans le même temps, 97% de la production alimentaire agricole en France est exportée. Vous voyez, bon, quelques chiffres. Je ne rentre pas trop dans le détail. Nous avons ici un géographe qui le fera bien mieux que moi. Voilà, simplement pour dire que cette table ronde, merci beaucoup à nos invités. Voilà, on n'est pas dans la parité, on s'en excuse platement, mais Sabine tiendra haut le flambeau, me semble-t-il. Je le sais. Voilà, simplement pour dire qu'au niveau de cette table ronde, 1h30, ça va passer très vite. On a pris le parti, et je l'assume, de dire, voilà, vous, acteurs, auteurs de ces rencontres nationales, vous allez avoir loisir de pouvoir vous exprimer, de pouvoir échanger après cette table ronde pendant les nombreuses propositions de réunions et d'échanges qui vous sont faites. Donc on va prendre un peu de temps pour entendre nos invités. Sur la table ronde, donc, on fera évidemment le tour de salle. Je demanderai à chacune et chacun de se présenter. Ils se présenteront bien mieux que moi je peux le faire. Et puis, donc, on aura l'occasion de pouvoir en fait, avoir des interpellations, essayer de rendre cette table ronde un peu vivante. Voilà, il y a une ambition qui est de donner à entendre, de donner à comprendre, et surtout de nous donner du courage d'y aller,
de taper dans la butte. Voilà, c'est un petit peu l'ambition qu'on peut se donner au niveau de cette entame de ces premières rencontres nationales, retour à la terre et au territoire. Voilà, tout ça dans un esprit de bienveillance, bien sûr, mais sans haine, sans crainte et sans tabou. Il faut qu'on se dise les choses si l'on veut avancer. Voilà, mal nommer le monde, c'est rajouter à son malheur, disait Camus. Donc allons-y, donc sans plus, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais ce n'est pas très grave. Sans plus attendre, peut-être vous demander de vous présenter. Alors formule carte de visite dans ce premier tour de table, et puis on y reviendra bien sûr très vite. Alors vous avez des micros, je pense. Oui, donc merci, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Sabine Tolonia. Donc moi je suis agricultrice sur la commune de Thiers, effectivement pas très loin d'ici, sur l'eau de la commune. Donc moi j'ai des vaches laitières, des chèvres laitières, je fais de la transformation fromagère. Je conduis mon exploitation en agriculture biologique depuis 4 ans maintenant. Je suis installée donc en société familiale avec ma mère. J'ai 2 salariés à mi-temps et une apprentie, puisque bon, ça occupe bien son monde. Et puis je suis là aujourd'hui, donc il faut bien que quelqu'un me remplace, tout simplement. Donc par rapport à mes fonctions de représentation professionnelle, je suis élue à la Chambre d'agriculture, où j'ai en charge le dossier donc agriculture biologique, on va dire production diversifiante. Donc effectivement, ça peut être aussi une des questions ou des débats qui peuvent être amenés aujourd'hui autour de la table. Et je suis également la présidente de la FNSEA du Puy-de-Dôme. Parce que voilà, nous les agriculteurs, on a aussi besoin de se faire entendre et ça passe également par la voie syndicale. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Henri Landès, je suis le coprésident et le directeur de l'association Landestini qui œuvre pour la transition écologique et la ruralité. Je suis un franco-américain, j'ai grandi à New York et San Francisco, donc citadin pour une grande première partie de ma vie. Et maintenant, j'habite dans un village avec même pas 50 habitants, sur une ferme, 3 hectares, pour avoir un quotidien d'entretien de potager et de verger, poulailler, plusieurs chèvres, chevaux. Mon dernier cadeau d'anniversaire, c'est 2 vaches. Donc, ma vie ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle ressemblait il y a quelques années, quand j'habitais à Paris. J'enseigne toujours à Sciences Po et HEC Paris. Je dirige une association avec 18 salariés et je fais aussi des interventions auprès de collectivités territoriales et d'entreprises justement sur le besoin de soutenir la ruralité et le repeuplement des campagnes. Et par contre, cela ne veut pas du tout dire que je critique la ville et que je suis déconnecté dans une vie qui n'est pas confortable. Au contraire, je n'ai jamais été aussi heureux. Et je terminerai en disant ça parce qu'il faut avoir envie de faire ce changement de vie, mais il faut aussi se dire que c'est non seulement possible, mais une très très belle façon de vivre. Merci Henri. Alors peut-être, Laurent, peut-être. On avait dit que tu finirais pour pouvoir introduire par des propos liminaires, mais on reviendra à toi. Et j'ai retrouvé ce que je voulais, ce qui m'avait échappé, c'était de vous demander aussi qui vous êtes très, très rapidement. Comme ça, on fera la fin du tour de salle et puis avant tes propos. Merci Laurent. Oui, alors donc je suis Laurent Riotor, donc professeur à l'université ici, à l'université Clermont-Auvergne, également directeur adjoint d'une UMR qui s'appelle Territoire et qui réunit l'université, l'INRAE, AgroParisTech, dont je salue la présence du directeur ici, du site de Clermont, et puis VetaGroSup qui fait partie des partenaires aussi de cette manifestation. Et puis enfin, je suis directeur de l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, qui est un groupement d'intérêt public qui s'est donné mission depuis une dizaine d'années de faciliter les relations entre les collectivités territoriales, régions, départements, métropoles. On retrouve une ville, celle de Clermont-Ferrand, et puis les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà, et donc mes thématiques de recherche concernent plutôt les enjeux de ruralité, d'agriculture, d'élevage. Moi, mon cadeau de mariage, c'était quelques brebis qui sont toujours présentes sur ma petite exploitation aussi. Voilà. Eh bien, on en apprend des choses. Merci Laurent. Marc. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Bardinal, je suis coordinateur du pôle Ville et Territoires Durables à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Alors, peut-être
moins parler de moi, mais pour l'ADEME, donc l'ADEME et l'Agence de la transition, on a 3 grandes missions, c'est l'expertise. Dans cette logique-là, on est en train de lancer une étude sur la résilience alimentaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui va se croiser entre la consommation des 8 millions d'Auvergnats rhône-alpins et la production agricole de la région, et se projeter dans des scénarios de transition alimentaire. Après, on a l'activité aussi d'accompagner les collectivités dans les différentes thématiques. Pour ça, on accompagne les 50 plans alimentaires territoriaux avec la DRAF et avec Cap Rural pour développer cette logique-là. On accompagne aussi 80 territoires sur des ruraux toujours pour développer leur politique sur le vélo par exemple. Et puis notre activité sur laquelle on est un peu plus connu, on est financeur puisque pour 2021 on a accompagné les collectivités et les entreprises à hauteur de 121 millions d'euros dans tous ces types de projets. Voilà. Que d'argent. Merci. Bonjour. Oui, merci aux organisateurs, à l'organisatrice que je connais un petit peu plus, de m'avoir convié et invité à essayer de partager avec vous quelques réflexions. Alors moi je suis directeur d'une structure qui s'appelle Sol et Civilisation. Je dirai un petit peu quelques mots tout à l'heure sur le fond après. Sol et Civilisation vient de fêter ses 30 ans et c'est une association qui a été créée par des hauts responsables, on va dire comme ça, en tout cas d'instances représentatives agricoles. En particulier, le président fondateur était Raymond Lacombe, alors président de la FNSEA, et qui se questionnait justement au-delà des questions d'agriculture sur l'avenir de la ruralité et qui sentait que très profondément, dans le monde qui devenait de plus en plus urbain, alors de plus en plus urbain, certes, dans la façon d'habiter, on l'a vu dans les modes de vie, mais aussi dans les modes de pensée et d'action, qui sentaient et qui avaient envie de défendre une altérité rurale, non pas comme étant mieux ou moins bien, mais estimant que sur un certain nombre de sujets, il y avait là une façon de s'organiser, de vivre, d'être en rapport à soi et au monde qui avait de la valeur et qui méritait de continuer à exister pour construire des nouveaux équilibres, pour accompagner les transformations agricoles, rurales, alimentaires dans ce monde en mutation. Et du coup, ils ont senti aussi très vite que ces enjeux-là, du fait de ces évolutions, allaient d'abord devenir de plus en plus complexes et concerner de plus en plus d'acteurs. Et que seul le monde agricole ou même le monde rural ne pouvait pas traiter ça seul et qu'il allait falloir trouver des modalités pour à la fois faire exister ce qui leur tenait à cœur, mais aussi pour s'ouvrir à d'autres façons de travailler ces questions-là. Voilà, donc on s'y prend par différents biais, j'ai envie de dire, du débat, de la mise en réseau, des échanges. On a une activité de recherche et développement à la mesure de ce que nous sommes et de formation aussi. Et puis on fait ce qu'on appelle des interventions spécifiques pour accompagner comme là où on peut et où on est utile des acteurs qui souhaitent aborder un peu différemment ces enjeux agricoles, alimentaires et ruraux. Je dis un mot encore, non, faut arrêter. Un petit peu. Donc juste pour moi, oui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est ces questions-là, moi, me passionnent depuis longtemps. Et en même temps, il n'y a pas moins territorial que moi, ou il n'y a pas plus aterritorial que moi. J'habite Montpellier, Sol et Civilisation est à Paris. Je suis souvent en déplacement, comme depuis le début de cette semaine, à Clermont-Ferrand ici. Voilà, oui, mais ça, c'est tant qu'il y a du pétrole. Mais voilà, j'espère que quand même, vous m'acceptez. Et puis, ce que je voulais dire aussi, dans le fond, ce qui m'anime, et pourquoi je pense que la question de la ruralité ou des territoires est majeur dans ce qui est à venir, c'est que quand j'étais gamin, je voulais faire veto. Voilà, et puis je me suis dit en fait non, avant de passer le bac, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit c'est pas ça. Et en fait, j'avais une idée sûrement très caricaturale de ce qu'était le métier de veto, mais je me suis dit je ne veux pas traiter le vivant malade. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'accompagner des acteurs ou des façons de faire pour continuer à gérer du vivant en bonne santé. Voilà. Très bien, merci beaucoup Didier. Alors j'ai juste une petite question sous forme de boutade. Pourri. Hein. Après les vaches, les brebis, pour les 30 ans, votre anniversaire, vous avez eu quoi, des vers de terre? Ouais, alors, comme je ne me suis pas marié, du coup, je n'ai pas eu de cadeau de mariage. Alors, Ok, merci. Alors à vous maintenant. Ce que je vous propose, c'est peut-être que vous manifestiez en vous levant, tiens, pourquoi pas, pour voir un petit peu qui vous êtes. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans leur rêve, leur envie, ce qu'on appelle les porteurs de projets, de s'installer à la campagne? Si vous êtes dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez vous signaler en vous levant ou voilà. D'accord. Ils sont pas encore arrivés, les porteurs de projets. Oui. Bravo. Merci. Aussi au milieu. Si, voilà. Là aussi. Voilà. Donc, très bien.
Super. Ces 2 jours sont aussi pour vous, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des associations, des collectifs qui travaillent les plaidoyers pour la ruralité étant une des réponses fortes peut-être à apporter aujourd'hui aux questions de notre société? Associations, structures collectives? Oui, bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des entreprises, des formes coopératives, des formes entreprises au sens large? Ah, le premier rang, dis donc. Ah, premier rang, deuxième rang. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des techniciens, des agents de développement, des chargés de mission qui travaillent au quotidien sur les conditions de développement des territoires? Allez, désignez-vous. Ah, très bien. Merci beaucoup. Je ne rentre pas dans le détail, hein, parce que ça risque d'être un peu long, vu le nombre d'échelles. Et puis, est-ce qu'il y a des élus ici présents dans cette salle? Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Alors voilà, pour rentrer et lancer définitivement le sujet de la table ronde, on a demandé à Laurent Riotor, en sa qualité de géographe, d'acteur également, de peut-être en propos liminaire évoquer ce qui lui semble être les grands défis, les grands enjeux de ces questions qui surplombent évidemment nos rencontres, cette question du monde rural, du monde de demain. Voilà, merci beaucoup Laurent de te prêter à ces propos liminaires. Et puis on fera un tour donc de table pour avoir les réactions, les envies, les convictions, les intuitions de nos invités. Merci Laurent, c'est à toi. Merci Jean-Yves. Alors je vais pas tenir un discours surplombant l'ensemble des collègues de la table ronde, juste quelques éclairages. En bon universitaire, peut-être trois idées. Alors la première, elle renvoie à la question, effectivement, monde rural, monde de demain, et puis surtout quelle place pour les agricultures et les territoires ruraux, on pourrait dire, dans un monde en transition. Alors cette problématique, c'est donc bien celle des transitions. Alors on ne va pas se lancer dans un débat sémantique sur le sens des transitions, même si derrière ce mot transition, il y a bien l'idée de passer d'un état, d'une situation actuelle marquée peut-être par des trajectoires qui ne sont pas soutenables vers un nouveau monde, une société caractérisée par davantage de soutenabilité et d'équité finalement vis-à-vis des générations présentes et des générations futures. Mais toute la question après, c'est que ces transitions, est-ce qu'on les subit ? Ce qui est des fois un peu le cas, ou bien est-ce qu'on essaye de les choisir, et y compris de les choisir dans ces mondes ruraux, dans ces ruralités d'aujourd'hui et de demain. Et sachant que ces transitions, comme toute transition, je dirais un peu comme la vie de tous les territoires, d'ailleurs elles ont trois caractéristiques qui les rendent pas simples. C'est que d'abord qu'elles sont, comme on dit, comme disent les chercheurs, elles sont coévolutives, c'est-à-dire qu'elles associent de façon un peu systémique, en système, en relation, plusieurs éléments sociaux, économiques, techniques, environnementaux. On parle beaucoup aujourd'hui dans les territoires d'une réflexion sur le métabolisme des territoires qui réunit tous ces éléments. Donc cette idée de coévolution, une idée de multi-acteurs. Et c'était très bien cette présentation, parce qu'on voit que dans cette salle, justement, on est dans ce multi-acteur. C'est peut-être une des premières réussites de ces rencontres. Et puis, troisième idée dans ces transitions, c'est l'idée qu'on est dans un processus. Ça, c'est une idée vraiment fondamentale. Alors, un processus qui est plus ou moins rapide, qui est plus ou moins organisé, dirigé. Dans une publication récente, des chercheurs en biologie ont évoqué un modèle que je trouve intéressant, qui passe peut-être d'une phase un peu de résistance dans les écosystèmes, les territoires,
une résistance qui peut être active ou encore un peu passive, à une deuxième étape dans ce processus qui est une forme de résilience, où on s'adapte au choc, hein, et puis une troisième étape qui est la transformation. Donc résistance, résilience, transformation, c'est un modèle. Et l'idée de transition transformative est peut-être au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Sachant, dernière remarque, que ces transitions évidemment sont diverses. On en a déjà cité quelques-unes depuis le début de ce tour de table. Il y a des transitions énergétiques, il y a des transitions alimentaires, il y a des transitions numériques aussi, il y a des transitions économiques et tout ce thème de la régénération économique et la recherche d'autonomie, de souveraineté, hein, ça fait partie des grands débats. Il y a des transitions environnementales, évidemment, autour de la biodiversité, des enjeux d'artificialisation des sols que les élus de terrain connaissent, et puis des transitions aussi dans les modes d'habiter, dans les mobilités. Et enfin, mais il y en a sûrement d'autres, je n'oublierai pas de citer des transitions qu'on pourrait qualifier de démocratique, dans la participation, tu parlais des nuits que vous organisez, dans la participation des citoyens. Or, il me semble que dans cette diversité de transitions, finalement, les agriculteurs, les agricultures, les territoires, finalement, sont au cœur de tout ça. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, ils sont au cœur. Et on voit bien, on pourrait parler d'agriculture numérique, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voit bien que toutes ces thématiques croisent finalement l'agriculture et les territoires ruraux, parce que l'agriculture et les territoires ruraux ont d'une part une position un peu stratégique hein, par rapport à ces thèmes, une position stratégique et je dirais contributive. Les agricultures, les territoires contribuent à ces enjeux de transition. Deuxièmement, parce que les ruralités, davantage aujourd'hui qu'hier, constituent un peu un nœud, un nouveau nœud de connexion, d'échange, de communication. Finalement, ce sont des territoires hybrides dans tous les sens, et on sait que parfois les agriculteurs savent que des hybrides naissent parfois des choses intéressantes, nouvelles. Finalement, on le voit à travers des exemples où on peut échanger. Ça, c'est un peu nouveau par rapport à une image où on a longtemps dit que c'était dans les villes, finalement, dans les grandes métropoles qu'on était interconnectés. Aujourd'hui, c'est aussi dans les territoires ruraux. Et puis enfin, il y a cette position stratégique qui renvoie à une des thématiques fortes de ces rencontres, qui est l'idée que les ruralités, l'agriculture sont au cœur de ce nouveau rapport qui se dessine au vivant. Aux vivants, aux métiers avec leur part de dimension manuelle. Jean-Yves, je sais ton intérêt pour ces questions artisanales, agricoles aussi sur ces aspects-là. Rapport aussi à la culture, je l'évoque ici parce que nous sommes dans une ville et une métropole qui porte cette dimension culturelle, mais on pourrait parler au cœur des enjeux de relations aux produits locaux, aux nouvelles pratiques récréatives, alternatives, bref, d'autres modes de vie aussi qui peuvent s'inventer dans ces territoires. Et du coup, deuxième idée, ces territoires ruraux et cette agriculture sont sûrement aujourd'hui sont au cœur d'un changement de paradigme, de vision complète que l'on peut avoir par rapport à ces espaces. Je citerai trois dimensions nouvelles dans le paradigme. La première dimension, c'est qu'on voit bien que dans les territoires et dans les ruralités, aujourd'hui, on voit bien la nécessité d'associer des ressources locales, territoriales, parfois spécifiques, qui sont de vrais leviers de développement et de durabilité et de transition, parce qu'ils sont attachés à ces espaces, et puis des ressources externes liées au numérique, à la multirésidentialité, au télétravail, on en a beaucoup parlé, aux flux migratoires, qui sont des enjeux de nos territoires. Donc ce nouveau paradigme, c'est comment on associe mieux peut-être les ressources locales et des ressources externes, au nom de ces nouveaux enjeux de connexion. Le deuxième paradigme, c'est finalement comment on associe la dimension parfois encore assez verticale, et c'est normal, de l'action publique, des politiques publiques, avec leur
complexité parfois administrative et institutionnelle, et puis cette verticalité et puis l'horizontalité des territoires, avec toute la vie qui est dans les territoires, avec les entreprises, avec les collectifs qui se créent, avec les initiatives citoyennes. Comment on coopère, comment on mutualise des choses, comment on se coordonne, comment on innove finalement socialement et territorialement à l'horizontale en lien avec ces interconnexions. Et c'est intéressant que dans ces rencontres, on ait à la fois la parole de la politique publique, nous aurons la secrétaire d'État demain, mais aussi l'horizontalité de ce qui se passe dans les territoires. Et puis enfin, troisième nouveau paradigme, à mon avis, c'est qu'on a longtemps été dans l'idée d'agir dans les territoires ruraux un peu pour corriger, pour soutenir, je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire, ce qui était un peu fragile, ce qui était un peu périphérique. Mais on change un peu de position aujourd'hui avec l'idée que peut-être ce qui est encore plus important, c'est d'agir, non pas, il faut toujours corriger, il faut toujours faire de l'aménagement du territoire, mais il faut aussi soutenir la capacité des acteurs, ça c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, ces logiques de capacitation qui renvoient à la mise en relation, et ces rencontres sont là pour ça aussi, à la capacité à se former, à apprendre ensemble, à rechercher finalement de nouvelles manières d'être en capacité de réagir par rapport à ces transitions. Voilà, donc un nouveau paradigme qui me semble au cœur de ce monde rural d'aujourd'hui et de demain. Enfin, dernier point, j'espère être pas trop long, dernier point, finalement, on voit que les territoires ruraux, dans leur diversité, finalement sont au cœur de 4 enjeux qui parfois se confrontent, et je voudrais terminer un peu là-dessus. Alors, il y a un enjeu, je l'ai dit, économique, de régénération économique. Un collègue géographe, Martin Vanier, disait, on échangeait la semaine dernière, que les ruralités étaient un peu la base arrière vitale de notre pays. Un base arrière vitale en matière d'alimentation, d'énergie, etc. Donc il y a cette dimension économique, productive, qui est importante, mais qui est souvent, tu l'as dit en introduction, faite pour les autres, hein, pour les villes, pour les métropoles, voire évidemment à l'échelle internationale. Mais il n'y a pas que ça, il y a cette régénération économique, il y a cette dimension aussi de ruralité qui sont une forme d'alternative sociétale. Et elle est un peu au cœur aussi de ces journées. Hein. L'idée que s'inventent ici peut-être de nouvelles formes, d'alternatives, d'innovateurs, de transition finalement davantage sociale. J'évoquais aussi le rapport à l'espace, à la nature, une dimension récréative aussi. Troisième axe, finalement, des transitions environnementales et résidentielles, hein, c'est comment, finalement, cet environnement, il attire aussi pour venir habiter dans ces espaces. Et puis, je ne l'oublierai pas, une quatrième dimension qui renvoie aux transitions urbaines et métropolitaines, parce qu'encore une fois, il ne faut pas raisonner de façon séparée, monde rural et monde au pluriel urbain. Mais transition urbaine, transition agri-urbaine aussi, qui sont au cœur. Et quand on croise un peu tout ça, la régénération économique, la capacité finalement à inventer une alternative sociale et sociétale, à participer aux transitions environnementales et puis à contribuer à ces transitions urbaines et métropolitaines, ça frotte un peu parfois. Et je terminerai là-dessus. Ça frotte, et c'est intéressant, comme tu l'as dit, de ne pas mettre sous le tapis ces points de discussion. Ça frotte, alors évidemment, je ne veux pas revenir sur des enjeux environnementaux, de risques naturels que les ruralités connaissent, et ont connu encore plus fortement cette année, qui ne ressemble vraiment pas beaucoup à d'autres, sur le plan climatique notamment, mais des frottements liés à ce rapport entre une économie mondialisée et puis des chaînes de valeur de plus en plus complexes et puis ces ressources locales à valoriser. Des frottements liés aux fragmentations sociales qui existent dans les ruralités. Hein. On aura l'occasion d'en reparler probablement dans certains ateliers. Des frottements qui renvoient aussi
À certaines formes, les collègues de sciences de gestion parlent de routine défensive, c'est-à-dire qu'on est parfois dans des modèles de développement, d'organisation, de management qui fonctionnent et finalement on n'aime pas trop changer. Et donc ça on le retrouve dans beaucoup de domaines, y compris économiques. Donc comment finalement on porte une part d'innovation, de transformation dans ces modèles qui fonctionnent avec leurs limites évidemment, mais qui ont aussi leurs forces. On pourra en reparler. Cinquième zone de frottement, c'est la terre. Hein, c'est le thème de ces journées, c'est la terre et c'est le foncier. Hein. Les enjeux autour du foncier sont évidemment fondamentaux et créent un certain nombre de frottements pour beaucoup de thématiques à évoquer. Sixième thème, je crois qu'il est aussi important dans ces frottements, c'est comment on transmet à la fois des savoir-faire, des entreprises, et puis comment on installe, comment on accueille des nouveaux et comment la mayonnaise prend entre la transmission et l'installation. Ça, c'est une thématique très très forte pour le monde agricole, évidemment. Et puis enfin, septième frottement, tout ce qui relève des conflits, des rapports de force inégaux. Les ruralités sont aussi, on a vu dans l'actualité toute récente, des lieux parfois de confrontation dans les visions du monde, dans les usages en particulier de l'espace. Donc voilà, c'est des frottements, j'en ai peut-être oublié d'autres, hein. On en reparlera, mais je dirais pour terminer que face à ces frottements, il faut trouver des espaces de dialogue. C'en est un, aujourd'hui et demain. Il faut peut-être renforcer, encore une fois, j'y reviens, les capacités individuelles et collectives de chacun, être dans des dynamiques plus apprenantes. Et puis enfin, il y a un enjeu fort, on ne va peut-être pas le résoudre dans ces 2 journées, de renouveler à la fois des formes de gestion, de management, pour qu'on soit plus dans une adaptation à ces transitions, une gestion adaptative, on pourrait dire, et puis des enjeux de gouvernance qui sont au cœur de tous les territoires. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long, j'ai essayé de planter un certain nombre d'enjeux. Tu es parfait. Tu es parfait. C'est très riche. Voilà. Alors, on va demander la réaction et un petit peu les convictions, encore une fois, hein, de nos invités. J'aimerais juste dire que c'est peut-être aussi un moment, ces 2 jours, de réaffirmer que le monde rural ou les territoires ruraux n'ont pas à accepter d'être là où on leur demande d'être et simplement que de produire. Voilà. Et donc, dans ces questions de base arrière, il me semble qu'il y a des enjeux et une vision qu'on doit mettre au cœur de nos réflexions ici, aujourd'hui et demain, sur la capacité qu'ont les territoires ruraux à être autonomes, responsables et en pointe même pour apporter des réponses à ce qu'on peut appeler des défis de civilisation. Voilà. Et donc, si on peut tordre le cou à des clichés, ça serait pas mal, me semble-t-il. Voilà. Donc, alors, merci encore une fois pour cet exposé très, très riche, ces propos liminaires congruents. Sabine, voilà, peut-être des réactions et puis comment vous avez senti ces enjeux, ces défis, comment vous les vivez au quotidien et également en tant qu'agricultrice, mais aussi en tant que représentante du monde de l'agriculture. Oui, merci. Oui, effectivement. Alors, pour savoir où on va, j'ai envie de dire qu'il faut savoir d'où on vient. Donc, tout simplement, j'ai envie de dire que l'agriculture, à travers de longues décennies, a toujours su se réinventer, se diversifier pour toujours tenir sa place et son rang et relever les défis qu'on lui incombe. Donc, à savoir ressortir de la guerre, il fallait nourrir les populations. Donc, ce qu'on a su faire, on a su donc s'appuyer sur de l'innovation, de la recherche et du développement, donc qui nous ont servi. Je dois dire qu'effectivement, si aujourd'hui on a été donc très exportateurs, effectivement, c'est grâce aussi à ça, à cette capacité qu'ont eu les agriculteurs d'aller chercher de l'appui donc à travers des outils de développement comme notamment la Chambre d'agriculture, qui est aussi là pour ça. C'est la maison de tous les agriculteurs qui ont besoin de développer leur système. Donc on a contribué aussi également à ça. Et aujourd'hui, il est clair qu'on voit que les choses changent. Effectivement, on se rend compte que
j'ai envie de dire, il y a une évolution qui a été faite entre le monde agricole et rural et le monde citadin, où il y a une scission, tout simplement. Et ce qu'on cherche aujourd'hui à faire aussi, c'est de recréer un lien, parce qu'on a besoin de communiquer sur nos pratiques, on a besoin quelque part de se justifier pour éviter de tomber justement dans ce qui s'est passé et ce qu'on a vu sur les bassines, pour ne pas le dire, parce que l'eau, c'est quand même clairement un enjeu de demain. Ça fait partie de ces moyens de production qu'on a besoin d'avoir et de réfléchir en termes de multi-usage, parce que ça n'incombe pas qu'aux agriculteurs. L'eau, je pense que tout le monde a besoin. On pourrait pas vivre, personne ne peut vivre sans eau. On a besoin. La première nécessité, c'est quand même de la boire, de s'hydrater. Et du coup, pour éviter, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Riotor, sur les effets de friction, on a besoin de recommuniquer. Et je dois dire que cette table ronde et ces 2 jours sont aussi là pour ça. Ça, c'est très clair. On a besoin, voilà, nous, enfin, on n'est pas là pour cacher ce qu'on fait, bien au contraire. On veut, nous, ce qu'on souhaite, c'est communiquer, ouvrir nos portes. Alors, bien sûr, avec des gens qui ont envie de nous écouter. Ça, je tiens aussi à le dire. Parce que, voilà, certaines fois, on fait face à des gens qui viennent avec des convictions, des idées très, très dirigées, qui sont d'ailleurs totalement fausses. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est aussi une diversité dans les productions, c'est une diversité dans les systèmes. Et je pense qu'il faut être aussi en capacité de pouvoir l'entendre. Si aujourd'hui la France est au niveau que l'on connaît de l'agriculture, c'est aussi parce qu'on a eu des gens qui ont eu la capacité de pouvoir répondre et de mettre en avant des modèles. Différents certes, mais des modèles. Moi, je suis en bio, j'ai des collègues qui sont en conventionnel et qui sont tout aussi bien aussi dans leur schéma. Donc j'ai envie de dire que c'est une question d'équilibre et qu'il y a la place surtout pour tous les modèles. Ça, c'est aussi important de le dire sur nos territoires. Et si aujourd'hui, les territoires sont encore vivants, c'est aussi grâce à nous, les agriculteurs, malgré tout. Alors, il y a aussi des artisans, tout un tas de... Mais on voit beaucoup de petits bourgs qui vivent grâce aux agriculteurs et qui mettent des enfants dans les écoles, qui vont acheter aussi leur pain à la boulangerie, qui font vivre le charcutier, le boulanger. Enfin, donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une partie du cœur. Voilà, de cette ruralité. Moi, ce que je tiens aussi à dire, c'est que voilà, ne pas mettre les systèmes les uns contre les autres, mais bien en complémentarité. Je pense que ça, c'est très important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler maintenant de la bio, puisque voilà, ça fait 4 ans que j'ai fait un choix. Je peux vous dire qu'il est loin d'être facile aujourd'hui, parce que je fais de la transformation et je vends directement mes produits, mais j'ai aussi une partie de ma production qui part en filière plus longue, où effectivement là, la création de valeur ajoutée, elle est un peu différente, sauf qu'on a essayé de répondre à un marché qui nous a été demandé à un moment. On va dire que le schéma de production agricole, il est aussi long, donc voilà, aujourd'hui on est installé, les agriculteurs ont répondu à ce besoin, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que les gens ne veulent plus du bio, notamment en masse. Voilà. Donc, ils veulent plus de bio. Ils ne veulent plus l'acheter. Ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus. Ça, écoutez, j'ai pas la réponse encore, mais ce que je constate moi, c'est que pendant une année, le prix de mon lait a été déclassé de 10%. Donc j'ai continué à produire sous le cahier des charges bio, sans être payé à la hauteur de ce que ça convenait. Mais est-ce qu'on peut distinguer, Sabine, vous me dites, mais non, Pinault, t'as rien compris, vous n'avez rien compris. Est-ce qu'on peut distinguer le marché, avec quelquefois ses incohérences, et finalement ce qu'ont envie les gens, c'est-à-dire en fait ils ont envie de produits sains qui ne va pas à l'encontre de leur santé. Enfin ça me semble, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une coquetterie quoi. Enfin il faut pas qu'on prenne le bio comme une coquetterie. Vous c'est pas ce que vous faites là. Non, hein, mais ce que je vous dis simplement, c'est qu'aujourd'hui le bio, comme tous les produits agricoles, ont un prix. Ah oui. Il faut savoir, et qu'aujourd'hui les gens ne sont pas prêts à mettre ce prix-là. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui c'est aussi un appel que je fais à la société en disant que les produits agricoles ont un prix, alors d'autant plus avec des labels, et il faut savoir de temps en temps faire des choix. Alors ces choix-là c'est quoi? Moi je pose la question à la société. Qu'est-ce qu'on veut demain pour les agriculteurs? Et ça passera aussi par des achats réfléchis, des achats orientés, et il faut savoir si on veut justement pour conforter ce monde rural à travers les agriculteurs forts dans leur campagne, payer des produits agricoles français à leur juste prix, ou alors choisir les premiers prix, notamment comme le poulet, où on importe quasiment, on va dire plus de 55%. Ah oui, 70, on m'a dit 70. Ah, non, pas tout à fait autant. Bon. Pas tout à fait autant, non. De ce qu'on consomme. Voilà, donc moi je fais vraiment un appel aujourd'hui à la société de dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui
qu'est-ce que vous voulez pour votre monde agricole de demain, tout simplement. Mais alors, Sabine, à la société, alors on voit bien hein, l'image, mais il y a quand même la question du consommateur. Il y a quand même, in fine, la question de comment se fabrique le prix. Il y a quand même toutes ces questions-là qui sont au cœur de notre sujet, y compris dans les manières de fabriquer de la valeur ajoutée hein, et le choix entre circuit court et circuit long. Et ce que vous dites, ce que j'entends et ce qui se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, c'est de l'éducation populaire autour de qu'est-ce que c'est qu'un prix, qu'est-ce que c'est qu'une économie et qu'est-ce que c'est que des produits agricoles. Il y a quand même un besoin de ce que j'entends hein, d'une forme d'éducation à la consommation qui fera que le consommateur n'ira pas acheter un prix, mais ira acheter un produit. C'est ça ? Oui, tout à fait, c'est Très clair. bien. Alors oui, il y a ça. Donc il est clair que ça passe par l'éducation. Mais l'éducation, qu'elle soit du plus petit au plus grand, j'ai envie de dire. C'est aussi ça. Alors, dans le fait de construire un prix, c'est vrai que ça, c'est quand même... Parce qu'aujourd'hui, on va appeler un chat un chat. Si on veut des agriculteurs forts dans leur campagne, il faut qu'ils soient rémunérés. Et pour être rémunérés, il faut du prix sur les produits. Ça, c'est très clair. Ou de la marge. Oui, et de la marge, donc, bien sûr, forcément. D'abord, peut-être. Donc, aujourd'hui, on a une loi qui nous a permis ça, sauf qu'on fait face, voilà, certes, à des grands groupes, où on va dire, on a subi une période Covid, là, qui a été un petit peu, on va dire, qui a changé des habitudes, qui a révélé certaines choses, où les gens se sont rendus compte qu'effectivement, ils se sont rendus compte, et puis à travers la loi Egalim aussi, des États généraux de l'alimentation, il fallait quand même qu'on ait cette production-là sur nos territoires, parce que c'est aussi ce que la société nous demandait, donc on y répond tous les jours. Donc les gens sont revenus un petit peu sur les territoires, dans les campagnes, ils sont revenus chercher les produits locaux, sauf que ça n'a pas duré très longtemps, quoi. Voilà, on est retour Covid, les GMS, les grandes surfaces ont ouvert leurs portes tout à fait normalement, et puis les gens ont choisi, j'ai envie de dire la facilité, hein. Moi comme tout le monde, je vais aussi dans ces enseignes-là, parce que je me sers en épicerie notamment, et que j'ai pas toujours le temps d'aller dans il n'y en a plus beaucoup, hein. du coin. Il n'y en a plus beaucoup non plus. Hein. Ça a un peu disparu des paysages, les petits commerces et les petites épiceries. Hein. Donc vous êtes pour un nouveau confinement ? Non. Non, pas du tout. Oh. D'accord. Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire qu'à Voilà. travers ces crises-là, voilà, on a pris, je pense, conscience de certaines choses, mais qu'on a peut-être encore du mal à continuer à mettre en place, parce qu'on est dans une situation, je pense, aujourd'hui de confort, et que personne n'a envie de sortir de cette zone de confort-là. Merci beaucoup, Sabine. Alors, évidemment, on a pris un peu de retard. Donc, non. On risque d'avoir qu'un tour. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, voilà. Non, mais prenez le temps de déployer vos arguments, votre pensée. C'est pas un souci. On est là pour ça. Henri, par rapport à vos engagements, bien évidemment que le thème de ces 2 jours, c'est beaucoup plus que faire écho à vos engagements. C'est quelque chose qui est au cœur en fait de vos pensées, de vos actions, de l'agir. Comment vous percevez en fait ce que nous a dit aussi dans son propos liminaire Laurent au regard de votre là aussi hein, de vos engagements au quotidien et de vos frottements avec la réalité, si je puis dire. L'humilité est très importante, c'est-à-dire que j'ai changé de vie parce que je voulais me rapprocher de la nature, de la ruralité, et je suis du jour au lendemain devenu beaucoup plus éco-responsable que lorsque j'habitais à Paris et que je faisais ce que je considère être de l'écologie de bureau, qui était d'être principalement dans des salles, dans des rendez-vous et derrière l'ordinateur pour faire de la transition écologique. Maintenant, j'ai l'impression que je la fais au quotidien. Et je ne stigmatise pas les citadins parce que j'en étais un pendant très longtemps et j'adore la ville, plein de choses dans la ville. Mais pour rebondir sur ce qui se disait, la dernière partie de M. Riotor, c'était ces frottements et cette scission, comme vous l'avez dit, entre le monde rural et le monde urbain est une réalité parce qu'on est physiquement déconnecté.
on a aussi dans la politique d'investissement, de développement économique, éducation et enseignement supérieur, considéré que la ville, les métropoles, c'était le progrès pendant presque un siècle même. Et donc, ce qui restait dans la ruralité, les ruralités, c'était en fait tout ce qui, par contre, nous sert au quotidien en ce qui concerne se nourrir, avoir de l'énergie. Même le traitement des déchets ne se fait pas vraiment dans les centres-villes. Manufacturier, même si on a désindustrialisé le pays, mais il y a plein de territoires ruraux où c'était soit bassin minier, soit une petite industrie, etc. Et donc, nous avons ensuite mondialisé tout ça. Donc, on a perdu ça en France, mais sur le secteur secondaire, le secteur primaire, comme vous l'avez dit, il ne fonctionne pas très très bien en termes de régénération des agriculteurs, régénération des fermes, etc. Et j'ai beaucoup d'humilité à revenir dans la ruralité, ou revenir, je parle à l'échelle de l'humanité, parce que moi je ne reviens pas. Ça fait plusieurs générations que ma propre famille est urbaine. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre entre parenthèses. C'est pas un retour pour de plus en plus de personnes dans les villes, notamment dans des familles avec des jeunes enfants qui n'ont jamais vu la campagne. Donc, pourquoi beaucoup d'humilité? Parce qu'il y a énormément de personnes dans les territoires ruraux, dans les campagnes, qui vivent de manière un peu plus sobre. La sobriété, heureusement, devient de plus en plus quelque chose d'explicite dans cette nécessaire transition écologique, mais ne revendique pas cette sobriété, cette éco-responsabilité, et beaucoup d'humilité. J'ai face aux personnes à la fois qui travaillent la terre, qui élèvent des animaux, qui produisent des légumes et des fruits, et les personnes qui ne font pas du tout ça pour leur métier, mais qui ont plein de pratiques qui automatiquement s'inscrivent dans plus d'économie circulaire, beaucoup plus de sobriété dans les achats, et qui subissent par contre les transformations sociétales. C'est-à-dire qu'il y a une grande américanisation, par exemple, des territoires périurbains et de la ruralité. C'est-à-dire que malheureusement, même des personnes dans les campagnes font 20 minutes en voiture pour aller faire leurs courses dans des grands supermarchés qui transforment les territoires. J'ai l'impression de voir les suburbs des États-Unis, de plus en plus ces territoires périurbains venir coloniser les territoires français, où les terroirs, c'est quelque chose de très fier. En France, ça qui est paradoxal, je suis un Américain, je suis arrivé en France, s'il y avait quelque chose qui était connu ici, c'était le terroir, les produits culinaires, l'agriculture française. Aux États-Unis, cette notion de terroir n'existe pas vraiment. Et pourtant, c'est ça qui est dans une lutte pour exister encore une fois, et qui a du mal à être bien représenté dans les territoires urbains en France. Donc beaucoup d'humilité face aux personnes qui arrivent. J'ai pas de leçons à apprendre, j'ai beaucoup plus appris sur la transition écologique et sur l'agriculture depuis que je vis dans ma propre ferme, mais entouré d'agriculteurs, entouré d'artisans de la campagne, entouré d'élus locaux, et clin d'œil très très sympathique, très en soutien des élus de petites communes rurales qui luttent pour continuer à maintenir leurs services, leurs entrepreneurs, leurs familles, et que Dieu sait que c'est difficile avec de moins en moins de dotations et de plus en plus de points focaux sur les métropoles et la métropolisation. Mais cette humilité, elle aussi est une solution en tant que telle pour qu'il y ait une belle cohabitation lorsque, je l'espère, continue d'augmenter cette prise de conscience que nous devons être plus nombreux dans les campagnes. Henri, oui. Alors, merci, comme ça, tu vas pas m'accuser d'être anti-américain, mais quand même la manière d'artificialiser le sol et d'être finalement dans une civilisation un peu hors sol, c'est quand même grâce à vous, les Américains, si je puis dire. Enfin non, bon, bref, non, mais simplement pour dire, y compris l'aménagement finalement réalisé d'abord par la voiture, comme disait Jean Viard, la voiture a aménagé bien plus que les politiques publiques pendant 40 ans notre territoire, quoi. Bon, voilà. Mais juste pour te lancer sur un livre que tu as écrit et qui est au cœur de notre sujet aussi dans ces 2 jours, qui est de dire mais il faut renverser la vapeur. Il faut en fait être dans ce que tu appelles le repeuplement des campagnes. Oui. Je considère aujourd'hui qu'il faut des mesures fortes parce que le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation de la santé publique ne nous donne pas énormément de temps pour radicalement changer les choses. Et même quand on subit des
périodes assez compliquées telles que la période de confinement, vous l'avez bien dit, il y a aussi un retour aux habitudes d'avant, même si ça a quand même fait progresser certaines choses. Le télétravail, par exemple, il y a une prise de conscience sur ces bienfaits ou la possibilité de télétravailler qui a fait un bond en avant qu'on n'aurait pas eu sans le Covid. Mais ça, c'est juste un ingrédient. Et en plus, il faut bien l'utiliser. Sinon, on fait toutes les mêmes bêtises qu'on a faites avec plein d'innovations technologiques. On a des spécialistes dans la salle. Oui, mais moi, le télétravail, Dominique. c'est un outil formidable pour moi, mais cela ne remplace pas du tout les rencontres et le travail en présentiel. C'est juste que je l'utilise bien plus et grâce à cela, je peux aussi travailler sur certains projets en étant dans une ferme en Haute-Loire quand même éloignée entre guillemets de plein de choses. Sur l'américanisation, vous pouvez y aller, hein, ça ne me dérange pas du tout. Je suis anti-américain, je suis pas comme ça, mais je suis américain quand ça m'arrange et français quand ça m'arrange par ailleurs. Donc voilà. Non mais ça c'est bien. Blague, évidemment. C'est pareil avec l'Occitanie. Mais il faut comprendre d'où on vient. Mais par contre, c'est pas important d'où on vient pour aller quelque part, parce que j'avais une empreinte écologique catastrophique quand j'étais joueur de tennis. Oui, quand j'étais joueur de tennis professionnel et je voyageais partout en avion pour faire des tournois de tennis, je connaissais rien à la transition écologique et au changement climatique. Aujourd'hui, j'en fais un combat du quotidien. Donc, pour les personnes qui se disent je ne peux pas vivre à la campagne, je peux pas élever des animaux, je peux pas entretenir un potager, j'y connais rien ou j'y connais rien à la transition écologique, je suis l'exemple du contraire de cette frayeur que vous avez. J'étais catastrophique avant sur ces mêmes questions et j'ai aucune stigmatisation de là où vous êtes aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler, principalement, de juste faire des études, etc. Maintenant, il faut agir et il faut des mesures radicales. Donc, je considère qu'aujourd'hui, il faut un service agricole obligatoire. Ras-le-bol de cette méconnaissance de l'agriculture et ras-le-bol de dire « Ah, c'est compliqué, c'est difficile. Ah non, mais est-ce qu'on aurait les moyens ?» Non, ça suffit de mettre les moyens au-dessus de ce qui est l'objectif, qui est que tout le monde comprenne ce que c'est de produire de la nourriture. On ne peut pas vivre sans ça. Donc, il faudrait que pendant un mois, nous fassions de l'immersion sur une ferme pour comprendre ce que c'est l'agriculture et tous ces modèles d'ailleurs. Par contre, je ne suis pas complètement d'accord sur on peut avoir tous les modèles demain, mais en tout cas, je fais tout sauf stigmatiser l'agriculture conventionnelle. Il faut sécuriser financièrement les agriculteurs si on veut exiger d'eux une transition et un changement de pratique. Sinon, ils ne peuvent pas. Et ils veulent pas mettre des produits phytosanitaires. Même moi, sans être agriculteur, ils veulent pas juste bourrer le sol de ceux qui polluent le sol et donner plein d'antibiotiques à leurs animaux juste parce que ça leur fait du bien. C'est parce que on n'accompagne pas suffisamment financièrement et techniquement les agriculteurs pour aller le plus rapidement possible dans une transition agroécologique qui est consensuelle. En off, on veut tous y aller, presque. Ok, d'accord, il y a peut-être quelques réticences, mais on sait très bien, et les agriculteurs savent même bien avant la plupart des citoyens, que la sécheresse, le manque d'eau, la complexité de gérer un sol qui a été travaillé de la mauvaise façon, entre guillemets, eh ben, c'est nuisible pour leur propre activité. Donc on arrête avec la stigmatisation, on comprend ce que c'est l'agriculteur, on va mettre nous-mêmes les mains un petit peu, pas dans le cambouis, mais dans la terre avec les animaux, et on fait un service agricole obligatoire pour que après on sache ce que c'est la chose la plus importante dans notre quotidien, quel que soit notre lieu de vie. Deuxièmement, un service écologique obligatoire. Ça, je n'ai pas besoin de le faire d'ailleurs en immersion, on peut le faire à distance avec tous les moyens aussi, mais il faut juste comprendre ce que c'est l'éco-responsabilité, etc. Et ensuite, une loi qui met à plat la question de la répartition démographique et de notre vision des territoires et qu'on arrête avec cette idée que c'est les villes où il y a le progrès, où on met toutes les universités, toutes les grandes écoles, tous les investissements, la plupart des grandes entreprises, etc. Et on décentralise tout ça. Et là, pour le coup, les Américains ont un tout petit peu mieux compris qu'ici en France. Il y a des très grandes universités partout dans les campagnes et les villages américains. Il y a des petites antennes d'entreprises partout dans les campagnes aux États-Unis. Il y a énormément de fierté de leurs agriculteurs, paradoxalement. Beaucoup plus de fierté pour les agriculteurs aux États-Unis, beaucoup plus de confiance et moins de raisons d'en avoir, malheureusement. Et il y a aussi cette notion que la mobilité est un progrès. Donc ça, c'est important, mais sans non plus trahir les origines et de là où on vient, si on vient du small town, qui est quelque chose d'extrêmement célébré aux États-Unis. Donc voilà, je suis américain là maintenant quand je promeus ces aspects-là, mais il faut des mesures fortes pour se reconnecter à la ruralité. Et la ruralité, qu'on le veuille ou non, c'est une solution en termes de repeuplement
pour la transition écologique, nous n'arriverons pas à vivre aussi entassés dans les villes avec un réchauffement climatique. On sait très bien qu'à Clermont-Ferrand, il fait 3 à 4 degrés de plus lors des canicules que toutes les communes rurales autour, parce qu'il n'y a pas assez de biodiversité urbaine, donc il en faut plus. Je ne dis pas qu'il faut vider les villes, mais il faut des villes soulagées et des campagnes repeuplées. Super, merci. Alors, juste une petite suggestion, parce que tu as en face de toi un P4, je n'ai pas honte de le dire, je me suis fait réformer. Et donc, je me dis, il va falloir 2 fois trouver des astuces pour être réformé. Non, mais plus sérieusement, Henri, on a un système d'éducation qui s'appelle l'éducation nationale et qui peut permettre aussi quand même d'améliorer cette connaissance qui forme des citoyens et qui ne forme plus soit au mieux des employés, des exécutants et de toute façon, quoi qu'il arrive, des consommateurs. Des consommateurs, quoi. Ouais. Donc il y a quand même cette question-là qui est au cœur, en fait, qui est au cœur de notre démocratie. Hein. Comment nous nous élevons pour être capables d'être et pleinement d'être citoyens. Voilà. Tu as rajouté aussi, on n'a plus le temps. C'est effectivement une question. Tu as rappelé, hein, 60% de pertes en termes de biodiversité. Je crois que, c'est juste hallucinant. Hein. Il faut juste regarder le roi. Le roi est à poil. Alors, je dis ça, pas le roi est à poil, hein, Marc, mais concernant en fait cette question de démographie, oui. Concernant l'ADEME, comment vous réagissez là-dessus? Ça vous file les chocottes ou oui, comment la peur, c'est plus que de la peur. Non, mais effectivement, donc nous, ce qui nous inquiète, alors d'abord par rapport à l'intervention, on parle de transition, on parle des transitions. Nous, c'est la question, c'est que grosso modo, il y a des transitions qui peuvent être contradictoires. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors nous, à l'ADEME, on a quand même 2 sujets qui nous préoccupent. C'est la question du bois énergie. On va falloir exploiter plus de bois. Et comment on exploite plus de bois? En maintenant de la biodiversité de la forêt, par exemple. Et puis c'est la question que tout le monde a en ce moment, c'est la voiture électrique. Comment on gère cette voiture électrique? S'il faut remplacer le parc de 30 millions de véhicules en France par de l'électricité, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Et tout ça pour dire qu'on est arrivé à un système très complexe. Maintenant, on est devant des solutions qui seront très complexes à trouver ensemble. Et c'est ça un peu la différence par rapport à ce qu'il y avait avant et jusqu'à quelques années encore, où on était quand même sur une société très très simple. Et grâce à quoi? Grâce aux énergies fossiles. Tout simplement, en 200 ans, on a notre société qui a radicalement transformé. Alors, j'ai plus les chiffres en tête du nombre d'agriculteurs qui ont disparu. Et même, on est passé même au niveau industriel à la chute des emplois ouvriers. On est vraiment en quelques années, en quelques décennies. Ça, donc, c'est un point important. Et pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce que l'énergie, on ne la paye pas du tout cher, contrairement à ce qu'on croit. Parce que ça a beaucoup d'impacts négatifs. Et que, grosso modo, là, je vais peut-être faire une petite quiz. Quelle est la meilleure énergie à l'heure actuelle? Je sais. Comment? Il y a des bons élèves. Celle qu'on ne consomme pas, mais encore celle qu'on a besoin de tous les jours. Qu'on fait L'amour. Ah. Et non, c'est l'alimentation. Et oui, parce que pour passer une journée sans manger, vous verrez le niveau d'énergie que vous aurez à la fin de la journée. Donc ça, c'est un point important. Et alors, c'était le chiffre de Jean Covici qui me reste en tête, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, dans la salle, on est beaucoup plus nombreux que 400 personnes. Là. On est 400 fois 600 personnes, 600 esclaves qui travaillent pour nous. Si on convertit la consommation énergétique à l'heure actuelle, notre niveau de vie, chacun, on a 600 esclaves derrière nous pour travailler et pour faire de notre confort de vie actuel. Donc on en est arrivé là quand même. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on se projette sur le futur? Et pour se projeter sur le futur, effectivement, l'ADEME a essayé de réfléchir. Alors, des fois, on n'est pas très bon pour réfléchir, mais des fois, on essaye. Donc, on s'est lancé dans un scénario prospectif à l'horizon 2050 avec 2 objectifs. C'était alimenter le débat des présidentielles. Je vous laisse juger si on a réussi ou pas. Il faudrait baisser la clim pour ça. Et le deuxième objectif, c'était préparer les documents structurants en matière de politique énergétique et climatique. Donc c'est la stratégie française de l'énergie et du climat avec ces 3 documents cadres, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone et le plan national d'adaptation au changement climatique. Parce qu'effectivement, je ne vous rappellerai pas l'urgence climatique. Là, depuis quelques années, les crises se succèdent. On va encore être dans une logique de crise parce que maintenant, on n'a plus trop le temps de réfléchir et préparer le futur, malheureusement.
Donc de ces 4 scénarios, ce qu'il en ressort, je vais les nommer déjà, ce sera peut-être plus simple. Génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, pari réparateur. Ils atteignent tous, les 4 scénarios atteignent la neutralité carbone. Ça, c'était vraiment l'objectif de ce travail de prospective, avec effectivement des messages marquants et qu'on renouvelle assez régulièrement. Le premier, quoi qu'il arrive, la neutralité carbone pour la France, pour maintenir et respecter les accords de Paris, ça sera très très difficile à respecter. Et ça va nécessiter des changements de vie assez radicaux. Donc ça, c'est un point déjà important. Le deuxième, on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone si on ne travaille pas sur la sobriété. Alors je sais que depuis quelques semaines, on ne parle que de ça, mais cette sobriété est plus ou moins développée dans les 4 scénarios, mais même sur le scénario pari réparateur, où grosso modo on vit normalement, mais on répare nos dégâts sur les écosystèmes, même dans ce scénario pari réparateur, il faut qu'on réduise nos consommations énergétiques. Et on réduit nos consommations énergétiques, parce qu'à l'heure actuelle, on parle de sobriété énergétique, parce que forcément, on est sur un constat simple, c'est que le prix de l'énergie est important. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire que pourquoi on consomme tant d'énergie? Parce qu'on a un niveau de vie, on achète des produits manufacturés, je ne sais pas, moi j'ai fait le décompte chez moi, je dois avoir 50 appareils électroménagers, quelque chose comme ça, électronique et électrique, une cinquantaine. Et tout ça, il faut de l'énergie pour les produire. Et donc forcément, ça a un impact sur la consommation énergétique globale. Donc ce n'est pas forcément les éco-gestes pour réduire nos consommations énergétiques, c'est un petit peu ce qu'on essaye de défendre à l'heure actuelle sur ce terme de sobriété, que des fois on confond beaucoup plus avec efficacité. On est vraiment sur la réduction de nos consommations énergétiques et comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement la meilleure énergie c'est souvent celle qu'on consomme, c'est surtout celle qu'on consomme pas. Donc là on a un gros travail et je crois génération frugale on consomme 70% d'énergie en moins quand même, donc ça a un impact assez conséquent sur notre niveau de vie. Le deuxième élément, après je vais être assez rapide, c'est sur le mix énergétique. Quelle que soit la part du nucléaire dans notre mix énergétique sur les 4 scénarios, il faudra des énergies renouvelables. Donc pour de la chaleur, de la biomasse, de la géothermie, du solaire, mais également de l'électricité, du photovoltaïque et de l'éolien, ça c'est vraiment indispensable avec des niveaux beaucoup plus importants. Suivant les scénarios, et même avec la génération frugale, il faudra beaucoup d'énergie renouvelable. Ça c'est un point important. Le deuxième point, étant donné que l'objectif c'est de la neutralité carbone, c'est que même si on réduit nos consommations énergétiques, même si on le remplace par des énergies renouvelables, grosso modo, il faut qu'on stocke du carbone. Et c'est là, effectivement, je crois que ça a été dit par Emmanuel en introduction, c'est notre rapport avec le vivant. Ça, c'est un point important, puisque les 2 premiers scénarios, on stocke du carbone dans les écosystèmes, agricoles, forestiers et naturels. Et dans les 2 scénarios suivants, technologie verte et pari réparateur, on prend le CO2 à la sortie des cheminées et on le réinjecte dans le sous-sol. Je crois que M. Macron a rencontré quelques industriels hier pour les pousser à aller dans ce sens-là, en matière de neutralité carbone, pour prendre le CO2 qu'on émet et le remettre dans le sol. Voilà un petit peu cette logique-là. Donc c'est notre lien avec le vivant et notre relation avec le vivant. Et de tout ça, en fait, parce que pour faire fonctionner un système, il faut de l'énergie, il faut de la matière, il faut des hommes. Et donc ça a forcément un impact sur nos modèles socio-économiques, démocratiques et de gouvernance. Sur l'économie, donc sur les premiers scénarios, on est plutôt sur des économies très localisées. Donc vous voyez le terme localisme qui réapparaît. On est vraiment sur le travail à l'échelle des territoires. Tandis que les 2 autres, on est plutôt sur une vision de technologie. Donc, qui dit technologie, donc gros développement avec effectivement la question de la recherche-développement plutôt dans les grandes métropoles, avec des besoins de capitaux énormes. Et on est plutôt à des échelles nationales, voire internationales. Donc, on est vraiment sur alors, notamment au niveau des technologies de récupération de CO2, on est sur des grosses technologies. Donc ça, c'est une vision qu'on a par rapport au territoire qui est assez importante et c'est vraiment la grosse différence. Donc le S1, on est plutôt sur une approche très individuelle où il faudra qu'on accepte de réduire nos consommations, et l'autre sur une approche très technologique internationale. Sachant que la question par rapport à ces scénarios, jusqu'où on peut aller en matière de paris. Les 2 premiers, on est sur du pari, on parie sur les hommes. Les 2 derniers, on parie sur les technologies. À chacun après de faire sa place par rapport à sa vision des choses. Alors je crois que c'était peut-être prévu, mais est-ce qu'on peut voter rapidement sur les 4 scénarios? Très bien, Marc, j'allais le proposer. Donc, on fait un petit test. On va commencer par le pari réparateur. Je vais prendre en sens inverse. Qui vote pour le pari réparateur? Est-ce que quelqu'un veut vivre dans cette société? Quelqu'un m'avait dit que c'est le scénario Don't Look Up, pari réparateur. Je trouvais ça très très bien. Et donc, je ne sais pas si personne...
il n'a pas beaucoup de succès. Donc non, mais ce qui est assez rigolo dans ce pari-là, c'est que ça fait 3 siècles qu'on extrait en fait de l'énergie fossile, et puis là, il va falloir la remettre. C'est ça. Et entre-temps, on a gagné beaucoup. Grosso modo, alors c'est comme ça que j'illustre, parce que j'aurais pu rentrer dans les détails, hein, vous voyez quelques termes apparaître. Les paris réparateurs, demain, tiens, je vais partir en Australie, j'aurai mon avion éventuellement individuel à l'hydrogène, et puis je boirai quand même l'apéro dans le métaverse, et puis je mangerai des insectes, par exemple. C'est un petit peu cette société-là. Donc voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir convaincu grand monde. C'est les insectes. Bon. Donc il n'y a personne pour le scénario 4. Sur la technologie verte, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus convaincus? Ouais. Eh bien, pas beaucoup. Mais c'est courageux. Et effectivement, je pense que quand on l'interprète comme ça, c'est plutôt un scénario entreprise. Il faut être honnête, quand on le met ce genre de scénario au vote, on est plutôt devant un public d'entreprise. C'est plutôt les entreprises qui sont intéressées par ce scénario-là. Et puis après, la coopération territoriale, le deuxième. Oula. Donc tout de suite, effectivement, c'est un niveau un peu plus important. Et là, nous, on a l'habitude de présenter ces 4 scénarios devant des collectivités. Donc effectivement, c'est souvent ce scénario qui remplit le plus, qui récupère le plus de votes. Et le dernier, Génération Frugale, qui est prêt à faire des sacrifices. Ah, c'est presque quasi à égalité. Il y a match. Il y a match. Et donc c'est là où il y a la question de vous le voyez avec le premier terme, c'est frugalité contrainte. Effectivement, c'est toujours pareil. Dans la population, on a tous notre vision des choses, notre perception de notre environnement, nos besoins. Et donc, alors, ce que j'imagine, mais alors c'est pas du tout sur des bases scientifiques, c'est qu'il y a 15% de militants convaincus qui sont déjà passés à l'objectif, c'est les 2 tonnes d'équivalent carbone par personne, qui ont fait des sacrifices, qui n'ont plus de voiture, qui sont végétariens, qui se limitent à travailler sur du low-tech, qui n'achètent plus de nouvelles technologies. Il y a 15% des gens qui sont un peu convaincus et qu'il faut changer les choses, qui vont progressivement, parce que c'est difficile de changer, d'avoir des modes de vie qui changent du jour au lendemain et de manière assez radicale. Et après, il reste, donc 15 plus 5, il reste 80% de la population encore à convaincre qu'il faut changer radicalement de mode de vie. Donc ça, c'est un enjeu assez majeur là-dessus. Et donc, est-ce que c'est nous, chacun, qui allons nous contraindre à changer nos modes de vie, ou en matière de démocratie, c'est le gouvernement avec des lois et des réglementations. Il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie, Marc. Avec des permis à polluer, par exemple, qu'on voit des choses qui se développent et des choses à travailler, avec un côté social aussi à travailler. Marc, le temps tourne là, mais moi j'ai une question, parce que je trouve que dans nos imaginaires, et Dieu sait si les imaginaires sont importants dans ces périodes de transformation et de nécessaire transformation, voire de métamorphose, on utilise des expressions sans rendre compte, mais qui sont très péjorantes ou péjoratives pour cette question de transition. L'air de rien, on parle de changement de mode de vie, la transition, c'est la transition punition, c'est la transition inconfortable, c'est voilà, qu'est-ce que c'est, comme dirait Souchon, le chanteur, le bonheur, c'est pas que d'avoir. Il y a aussi une joyeuseté dans ces questions de transition. Et donc, dans cette évolution nécessaire, encore une fois, de nos modes de vie, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent si on veut y arriver. C'est de ne pas agiter les peurs et le retour de certains d'hommes de caverne, de je ne sais quel imaginaire anti-lumière, quoi. Vous voyez ? Donc, là-dessus, l'accompagnement de ces scénarios, il me semble, psychologiquement, est important. Au niveau de l'ADEME, vous y avez travaillé ou pas ? Complètement, et puis même nous, c'est un travail en interne très important. Ouais. On travaille chacun dessus parce qu'on est à la base d'une agence d'ingénieurs, et on s'aperçoit qu'on a de moins en moins d'ingénieurs dans notre équipe pour travailler beaucoup plus sur les sciences humaines et sociales, pour travailler sur le changement de comportement. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on développe notamment avec la recherche au niveau national pour voir comment on accompagne ces changements de population. Après, pour garder une note optimiste aussi, sur les 4 scénarios, moi j'ai tendance à les résumer. Quel scénario on veut ? Est-ce qu'on veut choisir du bonheur simple ou du plaisir immédiat ? Le bonheur simple, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous ces objets autour de nous et on peut vivre naturellement, convenablement, sans trop se
se forcer. Par contre, si on veut du plaisir immédiat, c'est-à-dire que il faut faire fonctionner la carte bleue, il faut avoir de l'argent, donc des problèmes sociaux qui ne sont pas négligeables aussi. Mais on peut se faire plaisir aussi avec le scénario 4. Oui, pas pour tout le monde en tout cas. Merci beaucoup Marc, le temps file. Donc peut-être Didier, sur ce que tu as pu entendre et sur vos engagements extrêmement importants depuis 30 ans, tu l'as dit, sur cette notion aussi de dire que les territoires ruraux sont des lieux de vie, en vie, et qui donnent aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, on le sait, envie d'y vivre. Les enjeux que tu y vois dans une société qui, malheureusement, me semble-t-il, devient, ou en tout cas est devenue un peu hors sol. Oui, alors d'abord, plein de choses ont été dites. Alors je crois que je vais dire les mêmes choses, j'espère peut-être un petit peu autrement. Ce que je voulais dire, moi, pourquoi sur les civilisations déjà alors pour le coup, moi je vais revenir dans le passé un peu aussi pour savoir peut-être vers où aller ou donner des éléments. Mais je vais revenir quelques milliers d'années en arrière, si vous voulez. Il y a l'idée dans sur les civilisations que il y a des communautés humaines qui ont coévolué avec les milieux de vie dans lesquels elles étaient depuis des milliers d'années, dans un lien fort, un ancrage extrêmement fort au territoire, à la nature, et que ça a construit ce que d'aujourd'hui des anthropologues ou autres appellent des cosmologies, c'est un rapport à soi, au monde, aux autres, qui sont quand même d'une certaine singularité. Et le sens sol et civilisation, nous on tient beaucoup au « et », avec l'idée que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est les sols, les conditions géographiques, pédoclimatiques, etc., qui ont façonné des civilisations ou des façons d'être et de vivre dans des territoires, et qu'à l'inverse, ce sont aussi les hommes qui ont façonné ces territoires, et qu'aujourd'hui, en tout cas pour un territoire comme la France, la plupart de la biodiversité ou du vivant ou de la nature dont nous héritons, elle est très largement le fruit d'une coévolution, ou même quasi exclusivement le fruit d'une coévolution entre ces communautés humaines et ces territoires, ou ces éléments plus physiques, géographiques ou naturels. Et donc, c'est l'idée de partir de ça, en tout cas, et de se dire que là, il s'est quand même constitué quelque chose en termes de façon d'être, de civilisation, qui a une certaine singularité et une certaine importance. Et en même temps, je dis tout de suite que Dame Nature est peut-être généreuse, mais elle est aussi hostile, elle est vacharde, et que donc c'était un partenaire compliqué avec lequel il fallait scoltiner, que c'était dur, que les conditions de vie étaient difficiles, rigoureuses, et que donc ce n'était pas non plus le paradis ou l'Éden d'autrefois. Ce que j'ai envie de dire aussi après, c'est que si on va très vite, il y a eu évidemment ces révolutions industrielles et urbaines qui ont conduit à la concentration des populations, des activités, des richesses, etc., des lieux de pouvoir et de décision plutôt dans les grandes métropoles. Et qu'à ce moment-là, il ne faut pas non plus se leurrer, en tout cas moi quand je discute avec beaucoup des gens du milieu rural ou des élus ou autres, c'est que ceux qui sont restés dans le rural, pour beaucoup, ça a été une ruralité subie. Le fait de partir, ce n'était pas que parce qu'on les obligeait, c'était aussi parce qu'il y avait une modernité technique, on va dire, des conditions de vie qui étaient en train de se développer et qui attiraient énormément aussi tout un chacun. Et ça a conduit quand même à faire que beaucoup de ces populations ont fini par se concentrer dans ces villes, comme moi, aujourd'hui. Troisième, ce que je voulais, donc plutôt ruralité subie quand même. Il y a des gens quand même qui sont restés. Et puis peut-être que ça rebondissait sur ce que disait Laurent sur ces transitions. Alors j'ai plus les mots résistance, résilience et transformation. Il y a effectivement des gens, et beaucoup, des hommes, des femmes, et les gens de les civilisations, je pense, en tout cas, ont été très largement là-dedans, qui ont résisté à ça et qui aussi se sont accrochés et finalement ont cherché à faire rentrer, peut-être que Madame en parlait tout à l'heure, à faire rentrer cette modernité de l'époque dans la ruralité. C'est-à-dire que pour pouvoir y rester, il fallait aussi pouvoir bénéficier des standards modernes, techniques, etc., d'une certaine modernité, parce que tout le monde aspirait à ça. Et donc il y a eu tout ce mouvement après-guerre de modernisation, certes de l'agriculture, mais d'électrification, d'eau potable, de routes, etc. Et que sans ça, il n'est pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient aussi restés dans ces territoires. Et donc il y a eu tout un mouvement qui a été de cette modernité, mais tout en gardant aussi au fond une certaine fierté ou une certaine idée de ce qu'était une approche plus rurale ou un peu différente des choses. Et pour moi, quand je parle de rural, alors je vois bien c'est difficile comme mot, alors
on parle d'altérité rurale, alors j'essaye de combiner le mot en faisant ruralitérité. J'ai envie de dire c'est presque plus un mode de pensée et d'action qu'un espace peu dense ou qu'un lieu physique où on vit. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a de la ruralité ailleurs que dans la ruralité. Chez des gens qui habitent dans tout un tas d'autres et qui redécouvrent tout ça. Autre temps, notre époque change. Et effectivement, là, je vais faire que peut-être rebondir sur ce qui s'est dit là. Mais j'ai essayé de mettre des mots. Alors, je trouve que c'est un peu grandiloquent en les relisant, mais je vais quand même vous les dire. Effectivement, on vit des crises dites systémiques aujourd'hui, multiples. Et puis, on voit bien que peu à peu, alors j'ai mis la question du vivant complète, remplace la question de la technique. Aujourd'hui, il me semble, hein, en tout cas, je partage ça, puis on verra bien. La quête de sens remplace l'accumulation de biens comme garantie du bonheur. La reconnaissance des diversités remplace l'uniformisation. La recherche de robustesse, d'équilibre remplace l'hyperspécialisation ou l'hyperperformance. Les formes ancestrales de gestion en commun reviennent dans l'air du temps. Alors je pense que je dis la même chose que Laurent, peut-être un peu différemment, mais la nature et les grands espaces sont plébiscités comme source de beauté, de sérénité, de recueillement. La proximité de nouveaux investis pour la richesse des liens qu'elle permet. Et puis je m'arrête là, je crois. Hein. Et puis j'avais mis justement sur l'ouverture démocratique aussi. Les citoyennes et les citoyens aujourd'hui, ou nous tous habitants, aspirons à reprendre notre destin en main après avoir trop délégué. Évidemment, quand on voit tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on le sent bien dans pas mal de choses, de documents, ou de ce que vous avez dit aussi, je trouve, où la ruralité, finalement, réapparaît du côté moderne, surtout sur beaucoup de ces enjeux-là. Alors j'ai envie de dire, fermez le banc, rentrez chez vous, la ruralité de demain est sauvée. Et pour autant, je serais aussi je serais plus sceptique et du côté aussi des frictions. Et je vois trois grandes menaces. Alors c'est à la fois source évidemment de grandes opportunités tout ça, hein, mais c'est aussi source de menaces pour la ruralité, telle que j'ai essayé de très rapidement vous dire comment je l'abordais ou on l'aborde à Salles et Civilisation. Trois grandes menaces pour moi, ou dans ce qu'on entend chez les acteurs de ces territoires ruraux. Un, c'est qu'au nom de la nature et de sa préservation et de cette urgence-là que tout le monde vit, c'est que ces normes-là aujourd'hui et cette façon d'aborder les choses finalement stérilisent une approche rurale et ce lien intime entre des acteurs, des habitants et des éléments de nature dans leur territoire. Et que donc au nom de ça, ces savoir-faire séculaires qui ont permis aux vivants de s'y maintenir et de se prospérer dans ces territoires, et je ne nie pas tout ce que ça a pu créer aussi par ailleurs, hein, d'intensification, mais disparaissent. Et donc là, il y a un risque pour moi ou pour nous d'atteinte à cette ruralité. Et puis surtout, moi, qui se traduit de deux façons différentes, c'est qu'il y a quand même une perpétuelle difficulté, moi je trouve, pour les habitants, les acteurs des territoires ruraux, à faire reconnaître leur spécificité. Donc on l'a déjà dit, il y a tout ce qui est du côté des grandes orientations politiques, économiques qui sont prises et où on attend la même performance entre guillemets des acteurs du monde rural ou des activités dans le monde rural qui fait que ça se vide d'activités économiques et de toute la cohorte aussi de services, les services publics, les services essentiels en fait à l'épanouissement de la vie dans les territoires. Et je pense qu'on disait, Laurent disait, alors je ne sais plus comment, oui, il fallait aménager le territoire, où tu as dit il avait fallu... je ne sais plus quel est le mot, mais je pense que c'est quand même aussi une réalité aujourd'hui. On ne peut pas abandonner ça totalement. Et puis je dirais que pour moi, je vois une menace plus sournoise. Alors peut-être que là, je vais m'opposer un peu ou dire un peu différemment la question de la redensification du rural. C'est qu'au nom d'une redensification du rural, on peut faire disparaître aussi, si on n'y prend pas précaution, alors à la fois il y a le côté très positif, mais on peut faire disparaître aussi ces savoirs, ces savoir-faire ou ces civilisations rurales dans leur territoire. Et donc il faut faire gaffe aussi à la façon dont on va redensifier ou partiellement ces territoires, parce que sinon, là, encore une fois, c'est un mode de pensée et d'action qu'on peut faire disparaître. Alors, j'en profite. Alors déjà pour dire que Henri se sent pas concerné, parce que moi qui suis un peu ses travaux là, même si c'est de façon récente, c'est absolument pour préserver justement ce qui est en train de disparaître, qui s'appelle les savoir-faire, les savoir-être ruraux. Donc c'est et j'en profite pour dire que cette question de repeuplement des campagnes, il faut surtout pas, et ça pour moi c'est une menace, Didier, considérer que ce repeuplement fasse du territoire rural un territoire marchandise. On y court, on y est presque dans ce territoire rural marchandise, avec de l'espace moins cher, avec des aménités, voilà, ce qu'on appelle la gentrification, c'est déjà en cours sur beaucoup de territoires. Hein. Donc attention, ça c'est une menace. Le territoire marchandise, c'est une menace qui existe. Un petit mot là-dessus. Didier.
Prenons l'exemple du tourisme. Il y a des gens aujourd'hui, quand on est dans les territoires ruraux, parlent de surpâturage touristique. Ce n'est pas qu'une question de gentrification ou autre. C'est qu'en fait, on vient en masse chercher des qualités de territoire et on contribue en venant à les faire disparaître. Donc c'est plus délicat que ça. Et donc il faut faire gaffe aussi à ces équilibres nouveaux à construire. Et je vais terminer là-dessus. Je pense que, alors là, ça a déjà été dit beaucoup, mais je pense que c'est redoutable comme question. C'est qu'il faut arriver à combiner, c'est ça pour moi, mieux faire connaître et reconnaître et combiner ces approches plus rurales. Et je ne sais pas bien qui porte ça aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours le monde agricole. Je suis bien placé pour le savoir. Et des savoir-faire ou des savoirs plus urbains pour justement pouvoir à la fois trouver des synergies créatrice de valeur et non pas destructrice. Et je vous dis, c'est un challenge énorme, ça, pour moi. Très bien, merci beaucoup. Je vois Emmanuel qui commence à s'agiter. Ça veut dire que c'est bientôt l'heure, ou c'est l'heure même. Simplement, juste, ce qui me faisait écho, c'est de dire, on est peut-être face à une pensée industrielle et peut-être faudrait-il réartisanaliser le monde et les territoires. Peut-être. Un mot, vraiment juste un mot de très très court, pour nous donner de l'envie, du courage. Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste sur cette idée de monde rural comme monde de demain? Sabine, Henri, Laurent, Marc et Didier, très rapidement, un petit mot. Alors, très rapidement, moi, je dois vous dire quand même que je suis agricultrice parce que j'ai choisi ce métier par passion. Donc on est là aussi, on fait face. Alors, il y a un tas de défis qui ont été effectivement avancés. Et nous, agriculteurs, on est les acteurs d'aujourd'hui, mais on a envie aussi d'être les acteurs de demain. Donc ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le défi, c'est d'accueillir des nouveaux agriculteurs dans nos territoires, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour occuper, entre guillemets, l'espace, mais aussi pour avoir cet aspect de production, de bien-être et tout ce qui a été dit autour. Et très franchement, oui, si on a envie, si on a l'idée, renseignez-vous. On a les structures qui sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à en discuter. Je pense que c'est ça aussi. C'est le fait que plus on va en parler, plus on va suggérer d'envie et de besoins. Et du coup, nous, on mettra les structures et on vous accompagnera pour porter tous vos projets. En tout cas, dans le mieux que l'on peut, en recherchant plus d'innovation et de recherche, parce qu'on est là aussi pour ça. Et c'est aussi ce qui nous booste un petit peu au quotidien, nous les agriculteurs. C'est parce qu'on a envie aussi d'être à la pointe, de chercher des choses qui nous facilitent et la vie et notre quotidien. Merci beaucoup pour la conscription d'un qu'à bien se tenir. Justement, alors c'était juste un mot, parce que là il est 40 et... Non, mais... Merci Henri. Votre présence à cet événement me donne optimisme. Si vous voulez de l'aide dans vous reconnecter à la ruralité, notre association Landacini fait ça. Et je suis très facile à trouver sur LinkedIn pour faire simple pour la suite de nos discussions. Bravo et continuez d'agir. Merci beaucoup Laurent. Ce qui me rend positif, c'est cette rencontre, finalement. Tu as commencé par rappeler, on est un certain nombre à avoir été présents dans les universités de l'accueil sur ce lieu. Et voilà, 10 ans après, c'est de voir que cette thématique de l'accueil, de l'attractivité dans les territoires, en particulier ruraux, elle est toujours présente, mais qu'elle conduit aujourd'hui à se poser des questions peut-être encore plus fortes de transition, de changement de société, alors qu'il y a 10 ans, ce n'était pas trop ce qui était au cœur. Et aujourd'hui, vraiment, ça me rend positif. Ça s'appelait pourtant la dernière « Partout la ville », point d'interrogation. Merci. Marc. Oui, moi c'est déjà le chemin parcourir. Je vais faire peut-être le vieux, mais depuis 20 ans qu'on parle de transition ou d'environnement, on voit que les termes évoluent, on est de plus en plus nombreux à aborder ces questions, c'est pris au plus haut niveau. Donc ça c'est plutôt positif, je suis quand même très inquiet au niveau du changement climatique, pour la simple et bonne raison que le changement climatique, les premiers secteurs dont on parle le plus, c'est l'agriculture et la forêt en matière de changement climatique. Je ne parle pas du tourisme et des parcs d'attraction qu'on nous prépare dans les montagnes, là. Mais ça m'inquiète. Après, ce que je me dis, c'est que on s'en sortira tous collectivement. Moi je suis aussi coopération territoriale. Je vois, alors j'ai mes 6 mètres carrés de terrain sur les côtes de Clermont que je débroussaille à la main. C'est toujours plus sympa de débroussailler à plusieurs que tout seul à la faucille. Et puis après, je resterai sur une phrase qui m'a marqué moi depuis quelques années de Teilhard de Chardin, qui disait que le monde idéal sera fait de paysans, d'artisans et d'artistes. Et que si on pouvait y arriver, ça serait parfait. Super. Le débroussaillage, c'est comme l'apéro, c'est plus sympa à plusieurs. Je suis d'accord avec toi, Marc. Didier. À l'apéro alors. Pas encore.
Moi, je dirais ce qui me rend optimiste, c'est la réalité et les faits. Et je pense qu'aujourd'hui, elle s'impose petit à petit et que ça déstabilise quand même un mode de modernité et que, pour moi, n'est pas jeté à la poubelle, mais qui doit être complété par d'autres façons de faire. Donc, je dirais, je serais plutôt optimiste sur le temps long. Je pense que pour que ça se passe bien sur des temps plus courts, on a intérêt à tous y mettre ensemble. Super. Merci beaucoup à nos invités. Je dirais que ce pari semble impossible. C'est pour ça qu'on va le réussir. Voilà. Bravo et merci à vous.